C'est la question que je voulais poser au docteur Dierix hier, lors de la consultation, que j'ai oubliée. Alors je vais la lui poser aujourd'hui, devant tout le monde. Mon cas ne s'améliore pas, comme vous savez. Et je voudrais savoir, justement, avec ce docteur traitant qui, manifestement, ne connaît rien à la maladie, ces mots, vers qui dois-je me tourner le jour où j'ai une grosse crise pour calmer ma douleur? Voilà. Donc en fait, donc vous venez d'assez loin, vous n'êtes pas de Toulouse. De Tarbes. Vous êtes de Tarbes. Et j'ai l'habitude, en fait, quand je vois des patients, de m'assurer qu'il y a un oncologue à proximité du patient. Donc, comme ça, si il y a un problème acute, qu'il y a un médecin qui est au courant du dossier du patient, et en principe, je préfère un spécialiste, donc un oncologue, pour pouvoir faire ou proposer un traitement immédiatement au patient. Donc ça, c'est ce que je vous propose aussi. Hein, voilà. Alors, ce même docteur traitant m'a dit qu'il ne connaissait que la sérotonine comme taux. Il m'a dit que c'était la sécrétion des tumeurs. Est-ce vrai? Alors, voyant qu'elle était normale, il m'a dit que pour le moment, elles étaient inactives. Ce qui est faux, puisque ça a été démontré le contraire. Mais là, vous rejoignez les deux autres patients que, bon, tous nos collègues généralistes ne sont pas parfaitement au courant de cette maladie. Hein. Et j'ai en fait déjà répondu sur la question des marqueurs à monsieur. Et donc la sérotonine est un marqueur qu'on peut utiliser comme la chromographine, et ça vient avec ses avantages et ses inconvénients. Une autre question? Bon, moi, je parle de mon époux. Et donc, nous avons mis 2 ans et demi à découvrir que mon mari avait cette maladie, malgré que nous ayons fait d'énormes recherches et tout. Il a fallu qu'il ait 3 occlusions, que je le retrouve 3 fois inanimé en pleine nuit à 4 heures du matin. Quand il se levait, je le trouvais inanimé. On s'est retrouvé 2 fois en urgence à Rangueil. On nous a dit mais qu'est-ce que vous venez faire? Vous êtes en bonne santé? Enfin partout, il était en très 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 bonne santé. Et il a fallu la 3e occlusion où il a été opéré d'urgence. Occlusion intestinale. Alors nous avons, on trouve que à l'époque où nous vivons, ça paraît un petit peu inimaginable. Voilà. Vous êtes pourtant dans la moyenne et encore dans la moyenne basse du délai diagnostic pour ces tumeurs neuroendocrines qui sont très hétérogènes de présentation clinique, très atypiques, qui parfois peuvent donner des symptômes en ayant radiologiquement très peu de choses. Donc malheureusement, je ne peux pas juger sur votre cas particulier, mais c'est un constat classique. Et c'est toujours facile, une fois que le diagnostic est fait, de se dire on aurait pu avant, mais finalement, voilà, c'est tout à fait compréhensible. Et effectivement, s'il fallait, on ne peut pas évoquer ce diagnostic et faire des recherches tout azimut devant toute douleur abdominale, toute bouffée de chaleur, donc c'est normal. Malheureusement, c'est normal et ça fait partie de l'histoire de cette maladie que d'arriver à un diagnostic tardivement. Et moi, j'ai vu encore quelqu'un, ça faisait 20 ans qu'il avait des épisodes douloureux abdominaux. Il a été opéré et 2 semaines après, il m'a dit ouais, pourquoi j'ai eu ça pendant 20 ans. Mais effectivement, et il avait été exploré, surexploré, etc. Donc, il y a certainement là-dedans, je dirais un pourcentage de cas où on pourrait accélérer les choses s'il y avait un éveil un petit peu plus important. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi certainement une part, pour l'instant, non compressible. Bon, je vous remercie. Je vais poser une question, si vous permettez. Elle s'adresse au professeur Muschiari. On va profiter de sa présence pour
pour la questionner. En fait, c'est une question de portée générale. Tout à l'heure, vous avez parlé du geste chirurgical qui fait partie de la panoplie des soins. Hein. Je ne sais pas si on peut l'exprimer sous ces termes. Donc, certains gestes chirurgicaux paraissent assez simples à réaliser, hein, par un spécialiste, bien sûr. Et par contre, vous avez évoqué le geste chirurgical vers le pancréas, par exemple, qui peut poser quand même pas mal de problèmes. Alors sans rentrer dans un cours magistral de chirurgie, hein, en des termes à notre portée, pouvez-vous décrire sommairement ces problèmes? Les problèmes pour la chirurgie pancréatique, c'est essentiellement situé. Le pancréas est un organe qui va de la droite vers la gauche, et notamment sur la droite, la portion qu'on appelle la tête du pancréas, sans rentrer dans les détails, elle a des rapports avec beaucoup d'autres organes, la partie terminale de l'estomac, l'intestin qui est collé à la tête du pancréas qu'on appelle le duodénum, la voie biliaire qui vient du foie qui passe dans la tête du pancréas, et on a surtout en arrière de cette tête de pancréas les vaisseaux, l'artère et la veine fondamentale qui nourrissent tout le tube digestif, qu'on ne peut pas abîmer. Donc lorsqu'on a une tumeur située à ce niveau-là, si c'est une tumeur neuroendocrine assez volumineuse où il n'y a pas de question à se poser, il faut la prendre en charge, même si c'est sur la tête du pancréas. C'est le seul traitement des adénocarcinomes, d'autres tumeurs du pancréas, pas de question. Mais c'est vrai que la question se pose lorsqu'on a des petites tumeurs de taille limite, de 2 cm, dans cette région-là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a coupé cette tête du pancréas et donc l'intestin qui est relié à la tête, la voie biliaire, il faut faire la remise en circuit. Il y a une anastomose entre l'intestin et le pancréas dont le risque est ce qu'on appelle la fistule, la fuite de liquide pancréatique. Le liquide pancréatique est un liquide très corrosif qui peut entraîner des érosions, des trous dans les artères et des hémorragies très importantes post-opératoires. Il y a les complications biliaires puisqu'il faut faire une couture après entre l'intestin et la voie biliaire. Et enfin, terminer la dernière couture entre l'estomac et l'intestin pour que les aliments puissent passer. Donc on voit schématiquement, sans rentrer en détail, que l'opération est complexe. C'est l'opération qu'on fait pour toutes les tumeurs du pancréas, parce que, je vous l'ai dit, dans la majeure partie des tumeurs digestives, la chirurgie reste l'élément principal. Mais lorsqu'on a affaire à une tumeur endocrine de 2 cm ou de 2 cm et demi, dont on n'est pas sûr de la malignité, donc on ne sait pas si elle ne va pas rester 20, 30 ans sans bouger, et que la sanction chirurgicale et ce geste-là, c'est là où je disais qu'il faut quand même que la chirurgie rentre dans le consensus pluridisciplinaire. Et voilà, on a des situations où on n'a pas le choix, il faut le faire. Il y a des situations où on sait que la tumeur est tellement petite, 1 cm, il ne faut ne rien faire. Et le problème vient pour les cas limites, où là, les complications et la mortalité, comme toujours en chirurgie, doivent rentrer dans la balance par rapport aux bénéfices que va en retirer le patient. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Assez... Parfait, vous avez parfaitement répondu. Monsieur Debord, puisque... Oui, par rapport au docteur traitant, il faut reconnaître que moi j'ai zappé complètement le docteur traitant. Je suis allé début juin, moi j'habite Carcassonne, je suis allé à l'hôpital pour prendre un rendez-vous pour voir, on m'a dit fin octobre, fin novembre. Je leur ai dit pourquoi pas fin 2013. Je suis rentré, j'étais en colère. Le même matin, j'ai téléphoné justement au service du docteur Christol. Dans l'heure qui suivait, elle me rappelait, 4 jours après, elle me donnait un rendez-vous. Et jusqu'à la fin août, j'ai eu 4-5 examens. Et elle m'a dit, avant que je parte en vacances, on saura exactement. Et elle a bien suivi. Et au retour, depuis qu'elle est revenue, ça a été pareil. Et maintenant, là, elle m'a donné un peu le résultat que vous m'avez donné, puisqu'elle m'a dit que c'est vous qui aviez vu le dossier. Voilà. Et je pense que de temps en temps, il faut zapper le docteur traitant. C'est méchant, mais tant pis. Je pense qu'il faut toujours l'informer. De toute façon, c'est bien, voilà. Et puis, ce que vous témoignez, ça fait plaisir. Ça montre que les hôpitaux publics, c'est bien aussi, malgré les difficultés qu'on a, d'une façon générale. L'hôpital, je confirme. Parce que quand même, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je tiens à dire que je ne sais pas s'il y a tellement de médecins dans tous les domaines qui vous répondent quand vous signalez un cas, quelqu'un qui est en grosse difficulté, qui vous répondent dans la demi-heure.
Donc voilà, que ce soit le professeur Gabot, que ce soit le docteur Dix, excusez-moi, je n'ai pas eu encore affaire à vous, mais je sens que ça va venir un de ces jours. Enfin, je veux dire, non, mais je ne veux pas dire que j'ai affaire à vous en tant que voilà, simplement en tant que représentant de l'association, mais je trouve c'est vrai qu'on est quand même et puis, je voudrais encore dire quelque chose à ce sujet. C'est que j'ai beaucoup de contacts du fait de ma fonction de trésorière, n'est-ce pas, avec des malades, pas seulement de notre région, même si je suis le contact local, en gros, pour le Grand Sud-Ouest. J'ai des malades qui m'appellent d'ailleurs. Et vraiment, Toulouse est considérée comme une ville extraordinaire pour la qualité de ses soignants. Je tiens à le redire vraiment très fort parce que je l'entends très souvent et on me dit quelle chance vous avez à Toulouse. Bon, alors je vous fais un peu de réclame, mais voilà. Ça mérite vraiment d'être dit parce que on se plaint toujours de ce qui ne va pas et je trouve que dans la vie, même en dehors de la maladie, dans la vie, on ne dit pas assez ce qui va bien. Et ça, au moins, il faut le dire. On est malade, d'accord, on n'est pas ravi d'être malade, hein, mais quand on est vraiment accueilli, écouté, traité vraiment comme il faut, et ben, je crois qu'il faut vraiment le dire et remercier vraiment très très fort. Je voudrais juste rajouter un mot parce que c'est toujours agréable d'avoir des compliments qu'on prend toujours un petit peu à titre personnel, mais encore une fois, c'est Toulouse et c'est la région et je pense que vraiment on forme un réseau de professionnels publics, privés, soudés, assez cohérents sur Midi-Pyrénées, que ce soit Toulouse ou hors Toulouse, que ce soit le public ou le privé. Et puis pour aller au-delà, je crois qu'on est quand même bien content d'avoir le système de soins qu'on a en France et faisons tout pour le préserver. Hein. Il y a tout partout. J'ai laissé tout seul. Derrière la porte, j'ai pris la place. Professeur, je vais y aller. Il y a une autre question ici. Oui, ça va être une question un petit peu plus personnelle et moins collective pour le docteur Muscari. Donc mon papa a subi exactement l'opération que vous venez de décrire, puisque tumeur à l'ampoule de Vater, etc., etc. Fort heureusement, je pense que ça s'est bien passé. Il se trouve qu'après de la chimio, il a maintenant des métastases sur le foie. Donc je voulais savoir, pour le foie, est-ce que c'est plus risqué, enfin si on peut dire plus ou moins, est-ce que les critères sont les mêmes pour une intervention? Est-ce que vous regardez le nombre de métastases, leur taille, quels sont les risques? Et ensuite, une question pour le docteur Dirix. Ensuite, comment vous décidez, par exemple, de traiter un patient à l'Afinitor plutôt qu'à la médecine nucléaire? Quels sont les critères d'éligibilité ou pas? Pour la tumeur de votre papa, c'était une tumeur endocrine. Tumeur endocrine. Donc, pour les métastases hépatiques, c'est surtout une étude au cas par cas, en fonction des autres traitements. Pourquoi? Parce que si on peut, on essaie d'enlever les métastases hépatiques. On est souvent confronté, lorsqu'on fait la chirurgie, à la découverte de nouvelles lésions qui n'étaient pas présentes. Ça participe. Donc, on a finalement, pour cette maladie-là, l'arsenal de la chirurgie hépatique. Alors, c'est difficile de vous dire comme ça si c'est moins lourd ou pas que la chirurgie pancréatique. Ça dépend. La chirurgie hépatique, ça dépend de la quantité de foie qu'on enlève. Le foie a l'avantage par rapport au pancréas de pouvoir régénérer, donc on peut faire beaucoup plus de choses avec cet organe et même des choses très importantes qui se passent relativement bien. Mais le problème, je crois, pour les tumeurs endocrines et les métastases hépatiques, contrairement aux autres maladies, encore une fois, c'est pas tant la localisation des métastases que le phénomène évolutif. Et la chirurgie peut rentrer à différents stades, de la résection partielle jusqu'à la transplantation hépatique, mais c'est vraiment, encore plus que pour la tumeur primitive, une discussion au cas par cas. Parce qu'on assiste, comme l'a dit Rosine Guimbaud, à des malades qui ont des métastases hépatiques et qui vont aller très très bien et la maladie ne pas bouger pendant 15-20 ans. Et là, on peut toujours se demander ce qu'aurait changé la chirurgie d'exérèse des métastases. D'accord ? Après, en fonction de l'évolution, lorsque c'est localisé, lorsqu'on a l'impression qu'on peut tout enlever, ça peut avoir dans certains cas un bénéfice. Mais voilà. Mais pour votre question, c'est pas
plus ou moins risqué. Ça dépend ce qu'on peut réaliser. Et pour l'autre question. Oui, en ce qui concerne, quand on discute d'un patient et il y a les modalités thérapeutiques, par exemple de thérapie moléculaire ciblée ou réalisation métabolique, on décide cas par cas, on regarde certains critères et bon, il y en a quand même beaucoup qu'on va évaluer pour voir si on va plutôt traiter avec thérapie moléculaire ciblée ou irradiation métabolique. Pour l'irradiation métabolique, c'est évidemment crucial que les lésions ont cette caractéristique qui fait que ça fixe l'octoscan. Si les lésions ne fixent pas l'octoscan ou l'MIBG, bon, c'est déjà pas un candidat pour une irradiation métabolique. Et puis, il y a l'agressivité de la lésion tumorale, il y a l'état général du patient, il y a le bilan biologique, comment est sa fonction rénale, etc. Donc, quand on voit alors tous ces variables, tous ces paramètres, c'est là où on va décider plutôt pour irradiation métabolique ou thérapie moléculaire ciblée. Il me semble que vous nous avez répondu un jour où nous étions en réunion, Alain était là aussi, on vous demandait sur 10 dossiers combien relevait de la RTM, et il me semble que vous avez répondu que c'était à peu près 2-3 dossiers sur 10, vous confirmez? C'est difficile. Est-ce que vous nous aviez dit, vous avez changé d'idée? Non. C'est toujours difficile de parler en général, ça dépend du type de patients qui sont oui. Non, ça peut être très variable. Mais oui, ça doit être plus ou moins ça. Hein. Voilà. Oui, je parle sous contrôle de professeur Gambo. L'heure passe. Si vous avez encore des questions, je vois quels sont les médecins qui vont rester. Il y a encore une question là-bas. Alors oui, je peux quand même demander quels sont les médecins qui vont rester avec nous autour du buffet. Oh, vous avez tort. Oui, vous restez. Alors bon, peut-être un peu, il faut un coup de téléphone. Voilà. Mais et vous pourrez donc parler aussi avec eux tout en mangeant. Je pense que bon, vous les laisserez manger quand même un petit peu parce qu'ils l'ont bien mérité. Mais ils répondront, je pense, encore à quelques questions si vous en avez. Une dernière question. Oui. Moi déjà, c'est pour dire au niveau des médecins traitants qu'il y en a certains qui, même si le mien était au courant de rien du tout, il est très demandeur justement par rapport à la progression de la maladie, par rapport au traitement. Il se renseigne énormément et dès qu'il a un souci, même il a eu à téléphoner si ça allait pas et tout. Donc par rapport à ça. Et pour revenir sur le pancréas, vous avez dit quand c'est des petits tumeurs, on n'opère pas forcément. Et quand c'est des grosses, en principe, on enlève. Et quel cas, quand c'est des grosses et qu'on n'opère pas, quelles sont vraiment les raisons? Il y a des raisons, comme j'ai essayé de l'expliquer dans l'intervention, comme pour les autres maladies du pancréas, il y a des raisons loco-régionales, c'est-à-dire que des lésions qui vont infiltrer les vaisseaux dont je vous ai parlé, qui passent derrière le pancréas, qui sont des vaisseaux vitaux pour l'intestin qu'on ne peut pas enlever. Mais il peut y avoir des conditions, mais ça, c'est pas spécifique à la tumeur neuroendocrine, c'est valable pour toutes les tumeurs du pancréas. On a des raisons qui font que, techniquement, on ne peut pas faire une exérèse qu'on appelle R0, c'est-à-dire complète, soit du fait des vaisseaux, soit du fait de l'envahissement d'organes adjacents. Et puis ensuite, il y a d'autres raisons, où, notamment dans les maladies métastatiques, où là, c'est la concertation pluridisciplinaire qui fait que c'est pas utile d'enlever la tumeur mère, la tumeur primitive. Après, lorsqu'il n'y a qu'une seule tumeur, si elle est volumineuse, c'est le plus souvent des conditions, mais ça encore une fois, c'est pas spécifique aux tumeurs neuroendocrines, c'est des conditions loco-régionales qui font, comme les autres tumeurs du pancréas, que pour certaines formes, on ne peut pas techniquement enlever complètement la tumeur, essentiellement du fait de l'infiltration de l'artère et de la veine qu'on appelle mésentérique supérieure, qui sont les vaisseaux qui vascularisent tout le tube digestif et qu'on ne peut pas enlever. Bon, si vous le permettez, non, il y a encore une autre question, Alain ? Oui, il faudrait que ça soit la dernière parce que dans 5 minutes... Oui, pour la dernière fois, mais moi ce que je voudrais, c'est pas parler de la maladie, mais de parler de vous, c'est-à-dire des professeurs qui sont là et
et qui nous ont écoutés pendant très longtemps, c'est remarquable. Moi, je voudrais vous remercier parce que je trouve que les médecins en général et les généralistes en particulier ne prennent pas le temps d'écouter leurs malades parce que c'est comme ça, sûrement, c'est dans l'air du temps, mais c'est d'autant plus remarquable que vous devez avoir des journées à rallonge et très chargées, et moi je voudrais vous remercier en tout cas pour être à l'écoute comme vous l'êtes de nos préoccupations personnelles. Alors, merci beaucoup. Il faudra quand même que tu arrêtes de me couper l'herbe sous les pieds, Jean-Claude, hein, s'il te plaît. Alors, pour clôturer cette partie de la journée, dont vous savez qu'elle va se poursuivre, mais pour clôturer cette partie-là, un mot, alors très bref, je vous le promets, car le buffet nous attend. En confidence, je crois pouvoir vous dire qu'il va être très bon. Donc, en plus, vous devez être tout à fait affamé. J'avais l'intention justement de faire encore de vifs remerciements à nos intervenants. Hein, et je crois qu'on peut les applaudir encore plus fort là. Hein. Voilà. Merci pour eux. Hein. Alors, et si vous le permettez aussi, je voudrais qu'on ait ensemble une pensée pour nos adhérents qui se réuniront demain, donc, et tout particulièrement pour notre président Pascal à Paris et nos secrétaires Christiane et Marie-Agnès à Lyon. Ils se sont donné beaucoup de mal pour faire du 10 novembre de leur côté une journée réussie. Et encore un tout petit mot, bon courage. Bon, là, ça coince un peu, excusez-moi. Bon courage à Pascal, qui en ce moment est fatigué. Et aussi bon courage à tous ceux parmi les membres de l'APTED qui traversent actuellement des moments difficiles.